endosse notre appui à la souveraineté. Alors, c'était plus juste les membres québécois qui appuyaient la souveraineté, il fallait que tout le reste du Canada le fasse pareil. Je vais arrêter ça là pour dire qu'en 2005, ça n'a vraiment pas marché. Toute la direction du parti a été mise en tutelle. Moi, j'étais permanent payé par le Parti pan-canadien. J'ai été congédié. Il a fallu que je me rende jusqu'aux normes du travail pour faire respecter mes droits selon les normes minimales du travail. Et en bout de ligne, il y a eu une cassure totale entre le Parti communiste du Canada et le Parti communiste du Québec. Et depuis ce temps-là, on a non seulement une position très claire en faveur, depuis 2005, en faveur de la souveraineté, mais on est carrément pour l'indépendance du Québec. Ce qui m'amène à aujourd'hui. Pas tout à fait. L'année dernière, en 2008, on a tenu un congrès où il s'est passé beaucoup de choses importantes, parmi lesquelles il y a eu un changement de garde qui s'est fait au niveau de la direction. J'ai arrêté de devenir chef du parti. Mais aussi, on a laissé la place à des gens plus jeunes, mais on a aussi pris une position plus claire sur la question de l'indépendance. Et là, on a dit qu'un gouvernement dans lequel le PCQ œuvrerait, à l'intérieur d'une grande coalition, devrait, dans ses tout premiers gestes comme nouveau gouvernement, déclarer unilatéralement l'indépendance du Québec. Je vais vous dire, ça a passé, mais pas à une très grande majorité. Parce que le monde, quand même, disait, OK, mais on peut comprendre qu'il y a des problèmes depuis 1995 avec le deuxième référendum, puis il faut repenser nos stratégies, mais ça peut-tu vraiment marcher? Et depuis l'année dernière, on m'a mandaté, moi et un autre camarade qui est ici, en passant, qui s'appelle Gabriel, pour retravailler une police de position sur comment on pourrait concevoir de manière plus réaliste une stratégie pour l'indépendance du Québec qui tiendrait compte de tous les écueils qu'on a passé à travers depuis une dizaine d'années, puis en même temps tiendrait compte des suggestions, commentaires qui ont pu se faire à l'intérieur du mouvement souverainiste, que ce soit dans Québec solidaire, dans le PQ ou autrement. Et ça m'amène à ce que je vais vous présenter ce soir. Parce que c'est ce fameux document-là. Le document a été distribué, a commencé à être distribué au sein des membres du PCQ, mais c'est la première fois qu'on le rend public. Et c'est pas... Jean-Pierre Durand de la Société m'avait invité à venir prendre la parole, puis on s'est dit, tant qu'à venir prendre la parole à la Société Saint-Jean-Baptiste, on va en profiter, puis on va rendre ça public pour la première fois. On ne l'a même pas mis encore sur notre site Internet. Donc, je vais vous lire des bouts, puis en même temps, je vais les commenter. J'en profite pour vous dire, ne vous en faites pas, parce que ceux qui veulent vraiment le lire au complet pourront le faire. On a des copies en arrière du texte qui est soumis pour discussion auprès du membership du parti. Une dernière mise en garde. Ce texte-là, ce n'est pas un texte final, c'est un texte de travail. Il risque d'être amendé encore, mais je pense que ça va vous donner une très bonne idée de où est-ce qu'il est. Au-delà du membership du PCQ, je pense qu'il y a un intérêt pour tous ceux qui ont à cœur l'indépendance du Québec de regarder toutes les avenues possibles, tout ce qui peut se discuter et se présenter actuellement, puis nous, on voudrait apporter notre grain de sel dans la discussion. Puis on serait très heureux s'il y a des gens qui seraient intéressés à nous donner des commentaires par rapport à ça, dans le cadre des discussions qu'on va avoir. Parce que comment je vois ça, moi, c'est que les prochaines années, dans le mouvement souverainiste, le débat sur comment arriver à l'indépendance du Québec, ce n'est pas un débat qui va se finir demain matin. On en a encore pour un bon bout de temps, aussi bien dans le PQ, aussi bien dans Québec solidaire que dans le mouvement souverainiste au grand complet ou au sein du Conseil de la souveraineté. Donc, on va tomber dans le cœur du sujet. Je vous ai dit tantôt, l'année dernière, on avait voté une résolution qui disait le premier geste serait de déclarer unilatéralement l'indépendance. Là, je vais vous lire le premier morceau qui remplacerait cette phrase-là, qui est un peu boiteuse, je pense, ou incomplète. La première condition nécessaire à l'émergence du socialisme en sol québécois est l'accession à l'indépendance nationale. Je fais un petit premier commentaire. Pour nous, c'est crucial. Je sais aussi qu'il y a des débats qui se faisaient dans les 15 dernières années. Est-ce qu'on peut faire le socialisme avant de faire l'indépendance? Est-ce qu'on peut faire l'indépendance avant de faire le socialisme? Ce qu'on semble dire ici, il faut faire l'indépendance pour pouvoir ensuite faire le socialisme.
Ce qui nous amène à dire qu'un gouvernement de gauche, rapidement après son élection, devrait déclarer unilatéralement l'indépendance du Québec vis-à-vis de la Fédération canadienne et de la couronne britannique. On rajoute la couronne britannique parce qu'elle n'a jamais besoin dans le décor. Ça ne veut pas dire tout de suite le lendemain matin, mais ça veut dire rapidement. Cela sous-entendrait au préalable que l'Assemblée nationale ait adopté une constitution laquelle aurait déjà bien exposé à la population québécoise laquelle aurait déjà été bien exposée à la population québécoise durant la campagne électorale. Là, j'aimerais faire un autre commentaire. Parce que depuis 2-3 ans, on parle beaucoup des conditions gagnantes pour pouvoir enclencher le processus d'accession. À mon sens, à moi, le concept même de conditions gagnantes pose un problème en soi. Parce qu'on dit que les conditions ne sont pas gagnantes actuellement, mais s'ils ne sont pas gagnantes actuellement, c'est entre autres parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et si on en parlait plus, le mouvement serait probablement beaucoup plus fort et les conditions seraient plus gagnantes. Il y a une tendance générale, puis là, je vais bien sûr pointer le PQ, mais je dirais que d'une manière, même dans Québec solidaire, la tendance est également bien présente, à savoir que ce n'est pas la chose dont on devrait beaucoup parler, que la population ne veut pas en parler en général, et donc on tasse ça un peu sur le boisseau. Ça a commencé il y a très très longtemps avec l'idée de bien gouverner le Québec, d'un bon gouvernement, puis on verra la question nationale après. Mais encore aujourd'hui, on vit avec un peu cette idée-là. Et selon nous, la question de l'indépendance du Québec doit faire partie du programme électoral des partis souverainistes, élection après élection. Il faut en parler pendant les élections, avant les élections, après les élections. Et là, d'entrée de jeu, ce qu'on dit, nous autres, on se distingue un peu de ce qui a pu se dire jusqu'à maintenant dans Québec solidaire, c'est que, oui, on est pour une constituante, c'est un débat ça, mais on se dit, la constituante va venir un petit peu plus tard. Mais là, tu peux te poser la question, est-ce qu'on peut faire adopter par l'Assemblée nationale un projet de... Bon, je recule, excusez-moi. Pourquoi faire adopter par l'Assemblée nationale un projet de constitution? Parce que si tu es pour déclarer l'indépendance du Québec, il faut que ça se passe dans un cadre juridique et légal le plus clair possible. Autrement, tu tombes dans le chaos. Puis tu as un problème. On n'est pas en train de proposer une guerre civile ou quelque chose dans ce style-là. On parle de faire l'indépendance du Québec dans un cadre parlementaire, et donc ça implique un cadre juridique et constitutionnel important, clair. Et c'est d'autant plus important que nous, on a commencé à tirer des conclusions de certains événements récents en Amérique latine, où est-ce que des partis de gauche prennent le pouvoir dans des pays comme Bolivie, Équateur, Venezuela. Ils ont leur propre constitution, ils ont leur propre État. Puis, malgré tout ça, ils ont bien de la misère. Puis quand ils veulent mettre en place des constitutions pour changer la constitution, ou l'améliorer, ou la bonifier, il y a toutes sortes de monde à droite, guidés plus ou moins par Washington, qui cherchent à mettre des bâtons dans les roues. On l'a vu en Bolivie, on l'a vu dans l'Équateur. Fait qu'on s'est dit, si on peut pouvoir, nous, aller de l'avant au niveau social et au niveau de l'indépendance du Québec, on n'a même pas encore notre propre État. Mais quand on va notre État, ça nous prend absolument un cadre juridique et une constitution qui soit la nôtre. On ne peut pas dire, on va partir un processus qui va s'échelonner sur 2-3 ans avec la création d'une assemblée constituante, puis des consultations à travers tout le pays, puis après ça, dire, bon, ben, à un moment donné, on va faire un référendum, ça va nous prendre 2-3 ans à faire tout ça, minimum. Puis qu'est-ce qui va arriver pendant ce temps-là? On va être encore sujet au dictat de la Cour suprême, on l'a vu encore aujourd'hui. On va être encore sujet à toutes les manigances du gouvernement fédéral. Puis les partis fédéralistes qui œuvrent ici au Québec vont continuer aussi à agir, puis toutes les forces patronales, etc., vont continuer à agir. On a un problème. Si on veut faire l'indépendance, ça nous prend un projet de constitution légale qui va permettre au gouvernement souverainiste indépendantiste d'agir, mais dans un cadre légal. Et nous, ce qu'on dit, c'est que si les partis souverainistes ou indépendantistes mettent clairement la question de l'indépendance à l'ordre du jour de leur campagne électorale, définissent au strict minimum un embryon ou des éléments les plus importants de ce que devrait être une constitution d'un Québec indépendant, bien, ils vont en parler pendant la campagne électorale.
Fait que c'est pas comme si ça va sortir